Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence de Jean-Sébastien Steyer, qui est paléontologue au CNRS et au Muséum de Paris, mais qui est aussi auteur et conférencier spécialiste de l'évolution des faunes d'avant les dinosaures. Et aujourd'hui, c'est sur un sujet un petit peu différent, mais lié aussi, et c'est sur l'anatomie comparée des espèces imaginaires. Donc il y a la conférence et il y aura du temps pour les questions à la fin. Je te passe le micro. Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc on va voyager un petit peu entre science et fiction cet après-midi, avec toujours le thème de monstres. C'est une conférence en fait adaptée exprès pour vous cet après-midi et pour cette édition monstre d'Hypermonde. Merci à tout le staff au niveau organisation, et je pense à Franck et à Natacha pour leur invite. Je suis ravi. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé dans l'expo, juste là-haut. Vous allez retrouver des planches anatomiques entre guillemets à l'ancienne, parce que moi en tant que paléontologue, des formations professionnelles obligent, j'utilise les espèces de la science-fiction, de l'heroic fantasy, du fantastique, etc. Je fais comme si elles existaient en fait réellement entre guillemets, comme si je les trouvais entre deux strates géologiques, et j'explique en fait les méthodes scientifiques qui se cachent derrière la biologie du développement, la paléontologie, la phylogénie, l'étude des relations de parenté, pour nous amener doucement mais sûrement vers les sciences et vous montrer que on peut avoir développé en tout cas notre esprit critique en regardant des films, en lisant des BD, en lisant des romans aussi de science-fiction. Donc l'anatomie comparée, c'est quoi rapidement ? C'est une discipline scientifique qui a été beaucoup développée par un certain Georges Cuvier de Montbéliard, qui, parmi les premiers naturalistes à l'époque, a comparé des parties d'organes différents pour essayer de mieux comprendre le vivant, d'une part, mais aussi les mondes fossiles. Et on dit souvent qu'il était le premier, mais ce n'est pas tout à fait juste. En fait, si vous fouillez un peu en tant qu'universitaire, vous faites ce qu'on appelle la bibliographie, c'est-à-dire que vous recherchez des articles qui ont trait à votre domaine de prédilection avant vous, vous allez trouver qu'avant Georges Cuvier, il y avait un certain médecin, psychologue anglais, Tyson, qui a même créé en fait le premier hôpital psychiatrique en Angleterre, dans la région de Londres, qui, un petit peu avant Cuvier, a comparé des organes et notamment des cerveaux. En fait, il a montré que le cerveau du chimpanzé était plus proche du cerveau de Sapiens par rapport au gorille, etc. Donc il a proposé, sur la base d'anatomie comparée des cerveaux, une sorte de classification, on va dire, des espèces qui reflète finalement aussi l'évolution des espèces. Alors là, on va parler de monstres, vous le connaissez, Alien, ok, typique avec sa double mâchoire extensive, on va le voir. Alien, c'est the big monstre mythologique des temps modernes. Pourquoi ? Parce que d'abord, moi je l'aime bien, c'est avant tout une œuvre d'art. Donc place aussi à l'art, il n'y a pas que la science dans la vie, il y a l'art. Et on doit Alien à l'origine à un plasticien suisse, monsieur Hans Rudi Giger, qui vivait dans un petit village où on fait du fromage, Gruyère. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a le musée Giger dans ce village en question, que je vous conseille si vous passez par la Suisse, l'autre pays de la science-fiction également, puisque à Yverdon-les-Bains, à Yverdon, pour ceux qui connaissent la Suisse, il y a le musée de l'ailleurs, qui est un des plus grands musées de science-fiction. En tout cas, ils ont une bibliothèque d'œuvres francophones parmi les plus grandes du monde. Alors, pour revenir à Alien, voilà en fait une toile qui a été faite à l'aérographe par Giger et qui nous montre un être un peu bizarroïde, moitié organique, moitié métallique. Les dents chez Alien sont en métal. Il y a certaines parties du corps qui évoquent un petit peu la machine. D'ailleurs, c'était un des thèmes récurrents de l'artiste, cette espèce de confrontation entre l'organique et la machine. On a un être qui est bipède, qui nous ressemble quelque part, mais qui est différent, d'où le terme de monstre. Monstrum, c'est montrer, c'est exposer. Et souvent, le monstre n'est pas certes celui qu'on croit, mais c'est avant tout quelque chose ou quelqu'un, un être que l'on
présente comme différents, mais on se rend compte que les différences sont souvent des fantasmes ou des peurs ou des projections de nous-mêmes par rapport à un miroir déformant. Alors, il est intéressant, Alien, parce que tout commence évidemment... Pour la petite histoire, quand l'équipe d'Hollywood cherchait The Big Monster Ultime pour faire un film hollywoodien et qu'ils ont vu les toiles de Giger, de l'artiste, ils se sont dit, mais en fait, ça y est, on a notre xénomorphe, j'aime pas le terme xénomorphe, on pourra y revenir aux questions si vous voulez, mais on a notre monstre de cette nouvelle science-fiction à l'époque, nouvelle science-fiction horrifique. C'est plus des combats de chevaliers avec des sabres et puis il faut sauver une princesse et éventuellement trouver une carte comme dans Star Wars, qui a une sorte de copier-coller de chevalerie en fait dans l'espace. Mais là, on a des ouvriers, des mineurs en fait, qui transitent de planète en planète et qui sont détournés par un message de détresse sur une planète bizarroïde où ils vont être confrontés à une forme de vie complètement nouvelle. Et assez terrible, assez horrible. Donc tout commence par cette espèce d'œuf. Là, j'en ai mis 2. Ça dépend des versions aussi, parce que maintenant, vous le savez, Alien, c'est vraiment une saga à part entière. Il y a je ne sais pas combien de films, plus de 6 films. Il y a des spin-offs, il y a des crossovers, il y a des jeux vidéo. Donc c'est vraiment un monde à part entière et il y a différentes versions. Nous, on va se focaliser pour notre étude d'anatomie comparée sur le premier film, en tout cas les premiers films qui présentent d'une manière assez complète déjà le monstre. Donc tout commence par un œuf assez gélatineux ou recouvert d'une sorte de cuir assez épais, comme un ballon de rugby. Moi, quand je vois ça, je vois un œuf de théropode. Ce sont les dinosaures, en fait, plutôt bipèdes et plutôt carnivores, qui pondaient des œufs, pas de cette taille, bien sûr, parce que dans le film, les œufs sont à peu près on va dire, désymétriques. Les œufs de théropodes sont plus petits, quoique ça varie en fonction de la taille aussi des adultes, évidemment. C'est un œuf un peu oblong, qui s'ouvre, en fait, un petit peu comme une fleur, et vous avez un autre stade évolutif qui va vous sauter à la tronche, qu'on appelle le face hugger, l'embrasseur de visage, et qui va vous plonger dans le coma. Donc là, on retrouve aussi dans les thèmes récurrents de Giger, de l'artiste, parce qu'il avait travaillé le développement d'Alien avant les cinéastes qui ont repris un petit peu ces thèmes. On retrouve aussi cette peur, ce côté anxiogène du monstre qui présente des formes différentes, ecto-parasitoïdes, mais aussi, on va le voir, endoparasitoïdes. On parle bien de parasitoïdes parce que Alien n'est pas un parasite, puisque à la fin de son cycle de développement, l'hôte est mort. Sinon, c'est plus horrifique. Donc là, on a le facehugger qui présente 4 paires de papates, 8 pattes, et non pas 3. 3, vous êtes plutôt chez les insectes, hexapodes. 8, vous êtes plutôt chez les araignées. 4, vous êtes plutôt chez nous, les tétrapodes. Tétrapodes, aujourd'hui, ce sont les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les mammifères, à peu près 35 000 espèces seulement. Les arthropodes, avec des nombres de pattes plutôt plus élevés, vont exploser en fait en termes de biodiversité. Donc là, on a un truc ectoparasitoïde qui va vous plonger dans le coma et qui va injecter à l'intérieur de votre corps un autre stade évolutif, un autre stade développemental, c'est le chest buster. Mais avant, quand on dissèque ce facehugger, on se rend compte que ces espèces de pattes-là présentent des structures ossifiées et partiellement cartilagineuses à l'intérieur. Donc on a un mélange déjà, chez Alien, entre les arachnoïdes, que vous avez bien reconnus avec 8 pattes, mais aussi les vertébrés, qui présente en fait une structure osseuse. Alien est complètement chelou dans le sens où on serait incapable de le classer sur l'arbre phylogénétique du vivant. C'est un casse-tête entre vertébrés et invertébrés. Il faudrait le mettre en fait vers la racine de ce qu'on appelle les bilatériens, c'est-à-dire que les animaux qui présentent une symétrie bilatérale. Alors là, voilà une étude de Giger sur ce mode de reproduction, de développement d'aliens, un mode qui ensuite passe au chest buster. Donc là, la cage thoracique explose.
Et puis on a un autre être, un autre cycle qui débute, c'est un micro-alien avec des yeux, en tout cas des espèces de bulbes visuels qui disparaissent à l'état adulte parce que alien, il ne vous voit pas réellement, mais par contre, il vous sent pour vous choper et puis vous exploser. Donc ça augmente aussi les capacités un petit peu cognitives du monstre qui est le super prédateur ultime en fait. Et on parle d'allométrie de croissance parce que cette région frontale ou céphalique est proportionnellement un peu plus grosse au stade, on va dire presque larvaire par rapport au stade adulte. Et puis on retrouve des petites dents, des petites quenottes là, métalliques qui montrent bien ce mélange aussi entre l'organe et le métal. Voilà une autre peinture toujours à l'aérographe de Giger pour vous montrer un petit peu les différentes expressions que pouvait prendre son art. Là, on est très proche de Bacon, un peintre qui est connu aussi. Et puis, quand on regarde le stade adulte d'Alien, on a des caractères assez sympas. On a des espèces de tubes dorsaux. On ne sait pas trop pourquoi ils sont là. Peut-être que c'est de l'ornementation. Pensez par exemple aux stégosaures qui avaient des espèces d'écailles losangiques de tailles diverses et variées sur le dos qui permettaient peut-être de mieux capter en fait la chaleur pour se réchauffer et puis ensuite être un peu plus actif. Peut-être que ces écailles losangiques servaient à communiquer entre individus de la même espèce. Là, ce sont des espèces de tuyères, donc peut-être qu'il y a une fonction respiratoire d'Alien, on ne sait pas trop. En tout cas, Alien est intéressant parce que il a déjà cette espèce de tête hyper allongée, hyper globuleuse, qui est connue dans le monde vivant. Chez cet insecte, à l'état larvaire, vous avez une tête en forme un peu de corne allongée qui est prolongée vers l'arrière et qui loge les antennes, en fait, chez ce papillon. C'est la chrysalide de Sphinx, du tilleul. Alors, ça ne voulait pas dire que Giger s'est inspiré de ça. En fait, l'artiste, j'ai discuté avec son ancien agent, en fait, en France. Il s'en foutait un peu de la biodiversité actuelle des insectes ou des poissons que je m'amuse en fait à comparer quand on fait justement de l'anatomie comparée. Mais on peut justement essayer de mieux comprendre un petit peu la fonction, la physiologie du monstre en comparant en fait cette espèce fictive avec le réel. Et le réel est lui-même assez fantastique dans le sens où vous avez des morphologies diverses et variées au cours de l'évolution des espèces. Ça, c'est un poisson des abysses qui présente des dents. Alors, elles ne sont pas métalliques, mais elles sont très hyalines, on dit en fait, très vitreuses, si vous voulez, et projetées un petit peu en avant. Et puis là, vous avez un petit crustacé qui ressemble à un mini kaiju, presque, ou un mini alien avec un crâne très allongé, et que l'on trouve en fait dans les eaux assez profondes aussi océaniques, un peu partout autour du globe. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en fait dans ce crâne si on devait interpréter ou se creuser la tête, c'est le cas de le dire, par rapport à Alien? Eh bien, on mettrait peut-être une partie céphalique neuromotrice, un petit peu comme on a, nous, c'est-à-dire le cerveau, peut-être avec des circonvolutions aussi, en sachant que les circonvolutions de notre cerveau sont des espèces de stratégies pour optimiser la surface de contact entre les neurones dans un volume restreint. C'est le cas aussi chez les cétacés, c'est le cas chez les éléphants, c'est le cas chez beaucoup de carnivores, qui doivent aussi élaborer des stratégies de chasse pour puiser l'énergie des herbivores, etc., en tout cas des autotrophes par rapport aux hétérotrophes. Donc peut-être que Alien, dans cette tronche hyper allongée, a, on va dire, une sorte de pseudo-cerveau, mais pas que. S'il n'a pas d'yeux et s'il est capable de vous détecter, ça veut peut-être dire aussi qu'il est doué d'écolocalisation, un petit peu comme les dauphins ou les chauves-souris, c'est-à-dire qu'il balance en fait des ultrasons
qui lui reviennent en 3D par rapport à l'environnement proche. Donc il se fait une sorte de cartographie de son environnement. Et ça, c'est aussi une stratégie de communication et d'exploration de l'environnement. Alors, en général, on peut faire un petit quiz. Alors, les grosses têtes de la science-fiction, bon, on vient de parler d'Alien. Facile, Jabba. Alors lui, il a une grosse tête, mais en biologie, on distingue la partie préorbitaire de la partie post-orbitaire. On vient de voir que la face d'Alien est assez courte. Par contre, l'arrière du crâne, la région post-orbitaire, même si effectivement il n'a pas d'orbite au sens strict, est très allongée. Là, chez Jabba, c'est la partie préorbitaire qui est hyper allongée, ce qui fait une bouche énorme. Parfois, vous avez des formes longirostres, c'est-à-dire avec un rostre très allongé, comme chez les crocodiles. Là, est-ce que vous devinez? Voilà, Megamind avec une sorte de melon ici. Vous avez Paul aussi, qui a une région, cette fois-ci post-orbitaire, hein, comme Megamind, très développée. Ça, c'est du Men in Black, très bien. Star Wars, super. Là où on a une sorte de deuxième melon, donc peut-être que ce Jedi est doué aussi d'écolocalisation. On dit écolocalisation ou écolocation, comme vous voulez. Et puis un peu plus dur. Ah. Oui. Non. La guerre des mondes. Enfin, l'adaptation de la guerre des mondes avec une région post-orbitaire hyper développée et élargie latéralement. Donc un nouveau morphotype, hein, on parle de morphotype en biologie. Et Alien ne ressemble quasi à aucun de ces personnages-là, peut-être un peu ce Jedi-là, mais d'une manière un peu plus allongement postérieur. En tout cas, ça pose question en termes de déplacement. Avant de parler de la mâchoire extensible, Alien qui nage. Alien nage très bien. D'ailleurs, il nage par ondulation latérale comme les crocodiles ou les iguanes marins. Hein. Il ne nage pas par ondulation verticale, contrairement aux cétacés. Il nage bien. Avec une tête comme ça, il pénètre bien en fait, le fluide qui est l'eau. Mais par contre, avec une tête hyper allongée et a priori assez lourde, il faudrait imaginer des cervicales ou des muscles en fait, entre la tête et le dos du monstre, beaucoup plus développés. Et ces muscles-là, on les voit un peu mieux dans le 3, je crois, ou le 4, celui de Genet, avec le Newborn, où on a une sorte d'hybride, moitié humain, hein, puisque c'est l'ADN de Ripley, et puis moitié alien, qui va permettre, en tout cas, d'imaginer l'animal avec une posture bipède un peu plus réaliste. Alors la mâchoire extensible, elle est intéressante parce qu'elle est présente, encore une fois, chez différentes espèces. Vous avez le requin lutin, qui lui est intéressant parce qu'il projette carrément sa mâchoire. Les requins, c'est super, en fait, c'est du cartilage. C'est très simple en termes de morphologie. Vous avez une nageoire caudale, une nageoire propulsive, une nageoire dorsale, et puis des stabilisateurs pectoraux, hein, les nageoires pectorales, et puis c'est du cartilage, et puis c'est retenu par la sélection naturelle depuis à peu près 400 millions d'années. Ça fonctionne très bien, c'est simple, comme les crocodiles. Plus finalement on est dérivé, plus on présente une morphologie spécifique, plus on est lié, voire inféodé à un environnement donné. Donc plus on est en termes de fitness évolutif fragile par rapport à d'éventuels changements d'environnement. Donc le requin lutin, qui est très connu en fait au large du Japon, assez grande profondeur aussi. Et puis vous avez la larve des libellules qui présente ce qu'on appelle un masque, c'est-à-dire la partie du labium ici qui va se dérouler et se projeter à l'avant pour perforer en fait les proies, pour que la larve carnivore aquatique se métamorphose ensuite en libellule volante. Et puis, autre caractère intéressant chez Alien, ce sont les doigts. Regardez, les doigts sont assez allongés, avec des ongles assez eux-mêmes développés. C'est une
c'est une main, pardon, assez, mine de rien, féminine, mais il y a plus de 5 doigts. Alors ça, c'est intéressant en termes de creature design. Si vous voulez faire un extraterrestre assez sympa, et il y a des tests en fait psychosociologiques qui ont été faits notamment par Disney. Quand vous regardez l'évolution de Mickey Mouse au cours du temps, c'était une souris avec 5 doigts qui devient de plus en plus juvénile, avec des yeux très développés par rapport au volume de la tête et un nombre de doigts réduit. Aujourd'hui, c'est que 3 ou 4. Avant, c'était 5. Et à contrario, si vous voulez faire un extraterrestre assez effrayant, vous allez rajouter en fait des nombres de doigts. C'est ce que font typiquement les creature designers. Et là, c'est ce qu'on a proposé en fait pour Alien avec plus de 6 doigts. Et plus de 5 doigts existent dans la nature actuelle et fossiles, notamment avec des reptiles marins qui évoluaient dans les océans à l'époque des dinosaures, les fameux ichthyosaures. Ichthyos, c'est poisson, et Zorus, en fait, c'est le lézard. On peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 doigts. Il y a eu hyperphalangie et polyphalangie, en fait. Donc, on parle de plus de 5 doigts, parfois, au cours de l'évolution des espèces. Souvent, ça implique des traits aquatiques. C'est comme si, en fait, Alien avait une origine aquatique à proposer, peut-être, aux futurs creature designers. Et donc voilà, pour finir sur Alien, une proposition de planche anatomique qui a été faite par l'artiste qui est exposé là-haut, Arnaud Raphaëlian, et qui illustre notre livre Anatomie comparée des espèces imaginaires. Et puis pour en savoir plus sur Alien et notamment les inspirations artistiques de Giger, on a avec Roland Lehoucq qui a travaillé sur les vaisseaux spatiaux, Frédéric Landragin qui a travaillé sur la communication dans la saga Alien entre Moser, qui est l'IA du vaisseau, et puis David, qui est en fait une série de droïdes qui est censée aider l'équipage pour mener à bien leur mission. Moi, j'ai traité un petit peu de ce que je viens de vous raconter sur la biologie du développement, et on a à 1, 2, 3, 4 mains écrit un livre il y a quelques années sur Alien. Christopher Robinson est un spécialiste de la science-fiction et lui traite justement des inspirations artistiques de Giger, le père d'Alien. Alors on continue notre petite balade anatomique chez les monstres. On va passer finalement du monstre mythologique des temps modernes Alien au monstre mythologique des temps passés, les dragons. Les dragons sont très, très connus dans la mythologie, dans différentes mythologies d'ailleurs. À nos latitudes, à nous, en Europe, en Occident en tout cas, le dragon est plutôt le monstre des enfers. C'est une chimère, contrairement à Alien qui est vraiment une créa particulière. Une chimère qui a eu des différentes têtes, en fait, en fonction des auteurs aussi, mais souvent, on a un corps plutôt gluant, plutôt reptilien, avec des écailles et puis des ailes de chauve-souris, une tête aussi soit de crocodile, soit de mammifère carnivore, et puis on a des héros, fantastiques ou pas, là c'est Saint-Georges, en train d'essayer de tuer en fait le dragon. Et donc le dragon est plutôt maléfique, en général en Occident, au contraire du dragon asiatique, qui lui est plutôt une espèce inféodée au milieu aquatique, et qui, d'après la petite histoire, en fait, vient de la voûte céleste, et descend sur Terre pour, non pas terrifier les humains, mais répandre les bienfaits et les richesses. Et toujours d'après la même petite histoire, ces dragons-là doivent remonter dans le ciel avant la fermeture de la voûte céleste, sinon ils tombent pétrifiés. Et pas loin de ces régions où ont été écrites les histoires en fait, originales des dragons, on a trouvé des restes de dinosaures. Donc il y a peut-être un lien à faire entre, parmi les premières interprétations des fossiles dans l'histoire des sciences, le terme paléontologie n'existait pas, le terme de dinosaure à l'époque n'existait pas, mais peut-être que les Asiatiques, à cette époque-là,
interprété les fossiles d'espèces, de grandes espèces. Hein. C'était des restes essentiellement de sauropodes. Ce sont des grands dinosaures avec des longs coups et des longues queues. Eh bien, peut-être qu'ils les interprétaient comme étant des restes pétrifiés, des dragons qui n'ont pas pu remonter en fait dans la voûte céleste. Donc il y a des liens intéressants comme ça à faire. Ensuite, les dragons, ils sont utilisés entre guillemets dans la littérature et l'adaptation. Les adaptations de la littérature en question. Là, vous reconnaissez Smaug, bien sûr, avec Bilbo. Ici, hein, c'est pas chercher Charlie, c'est chercher Bilbo. Il est tout petit, il est là. Donc Smaug, il est vraiment big boss, quoi. Hein. Il est encore plus grand chez Peter Jackson que chez Tolkien. Et en termes de morphologie, et ça c'est intéressant, il est aussi différent. Pourquoi il est différent ? Parce que vous avez un dragon ici classique, on va dire, avec une tronche de varan géant, des ostéodermes, de pointes, d'écailles, un corps très reptilien également, et puis des ailes de chauve-souris. C'est-à-dire les pattes avant, les membres antérieurs sont transformés en ailes, hein, avec les doigts hyper allongés, qui sous-tendent en fait une membrane, la membrane alaire, qui permet en fait le vol battu de cette espèce dont le poids ne permettrait sans doute pas à l'animal de voler. Mais bon, on sait que ce n'est pas un documentaire sur les reptiles, hein, c'est Tolkien, enfin c'est Peter Jackson. Et justement, quand on compare le Smaug originel, on va dire, et original de Tolkien, eh bien Tolkien n'était pas seulement un auteur, hein, vous le savez, il était philologue, linguiste et aussi illustrateur. Il y a certaines versions de Bilbo ou du Seigneur des Anneaux ou d'autres de ses œuvres qui sont illustrées par ses soins. Et là, vous avez une représentation de Smaug faite par Tolkien, où on devine donc une tête, toujours pareille, hein, de carnivore ou de reptile, un corps très allongé, des ailes de chauve-souris sur le dos, des pattes avant, et on devine ici, sous le trésor des nains, des pattes arrière. Hypothèse de travail confirmée par la couverture du Hobbit, où vous avez membres antérieurs, membres postérieurs et une paire d'ailes. Donc là, vous n'avez plus 4 membres, vous en avez 6. Et ça pose un problème aux créatures designers. Pourquoi ? Parce que si vous avez 6 pattes, vous êtes plutôt de type insecte que de type vertébré. Alors ça ne veut pas dire que Tolkien était nul en anatomie. Ça veut dire qu'en fait, notre idée des dragons a évolué aussi au cours du temps. Et finalement, paradoxalement, plus les monstres sont réalistes ou plausibles en termes de biologie, plus on y croit. Et c'est ce que dit bien George Martin, avant même House of the Dragon, dans Trône de Fer, il dit bien, dans une interview, que ces dragons à lui ne sont pas des dragons typiques des jeux de rôle des années post-Tolkien, on va dire, mais des dragons dont les membres antérieurs sont transformés réellement en ailes. Et il décrit en fait les 3 dragons de Dany, au début, de Daenerys Targaryen, qui vont se développer et commencer à s'accrocher au mur avant de pouvoir voler. Autre dragon, Harry Potter. Et dans Harry Potter, on a un dragon, c'est le Magyar à pointe, je crois, Magyar, avec des membres antérieurs qui sont bien transformés en ailes de chauve-souris. Ouf, on est content. Il y en a plein hein, de dragons, je ne vais pas tous les énumérer, mais quand on fait un petit peu d'anatomie comparée, du réel, on se rend compte que, toujours pareil, en fait, l'évolution, c'est une sorte de variation constante. À chaque fois, vous avez des caractères nouveaux qui apparaissent, et ces caractères sont retenus ou pas par la sélection naturelle. Et l'évolution, c'est une sorte de bricolage, comme le montrent en fait ces 3 formes de vie là, qui sont volantes, toutes les 3, mais à l'intérieur, vous avez une structure en fait osseuse assez différente. Chez les ptérosaures, donc les reptiles volants à l'époque des dinosaures, vous avez un seul doigt qui soutient en fait la membrane. Chez les chauves-souris, on l'a vu,
il y en a 4 ou 5, comme chez les dragons classiques, on va dire. Et puis chez les oiseaux, c'est encore différent. Vous avez bien des ailes, vous avez bien des dinosaures à plumes qui volent, mais vous avez fusion de certains doigts, disparition d'autres, et puis apparition justement de ces plumes qui d'abord permettaient aux dinosaures de mieux se réchauffer, et c'est secondairement que les animaux se sont entre guillemets rendus compte que ça permettait d'alléger en fait la structure, alléger l'animal. Donc les dragons sont souvent inspirés des chauves-souris, parfois un petit peu des ptérosaures aussi, ça dépend des auteurs. Il y en a pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est de... je ne vais pas vous faire un cours de physique, je suis moi-même pas physicien, mais le vol du dragon ou le vol des oiseaux ou des chauves-souris ou des ptérosaures est dû à une force qui nous arrache de la pesanteur, qu'on appelle la portance, une force qui s'oppose donc au poids. Et la portance est proportionnelle évidemment à la forme de votre aile, mais aussi de votre masse, et surtout, je ne rentre pas dans les détails, mais ça c'est V au carré, de votre vitesse. Donc plus vous allez vite, plus vous avez des chances de générer une portance. C'est ce qui fait que les avions de plusieurs centaines de tonnes, à partir d'une certaine vitesse et d'envergure et l'air, peuvent s'élancer en fait dans les airs. Et on voit encore une fois que l'évolution des espèces est assez fantastique dans le sens où vous avez des formes de vie, à l'époque des dinosaures, les ptérosaures pour ne pas les citer, de 11 ou 12 mètres d'envergure qui se baladaient entre les continents de l'époque. Le Quetzalcoatlus, petit clin d'œil en fait à la divinité mésoaméricaine du dieu Quetzalcoatl. Et puis ça c'est pour les reptiles. Chez les oiseaux, vous avez Argentavis qui est connu en fait en Argentine. C'est un fossile ici. Vous avez des silhouettes qui sont reconstituées d'après les ossements fossiles. Argentavis qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mètres d'envergure. C'est plus que le grand albatros qui bat le record actuel d'envergure max. Et c'est plus que le grand condor encore. Et ça se baladait dans les airs il y a environ une dizaine ou une quinzaine de millions d'années environ. Ça, c'est chez les oiseaux. Et chez les invertébrés, notamment chez les arthropodes, les insectes, vous aviez au Carbonifère, donc il y a à peu près 300 millions d'années, des petites libellules de 70 cm d'envergure qui se baladaient au-dessus de la Pangée de l'époque. Donc pourquoi ne pas imaginer des dragons de 15 mètres d'envergure. Bon, au-delà de 15 mètres, les modèles, on appelle ça des modèles de biomécanique où on prend en compte l'envergure, la masse estimée en fonction des fossiles, la densité de l'air de l'époque, et on arrive à un maximum de 10 à 12 mètres. Jusqu'à peut-être la prochaine découverte qui va exploser en fait nos modèles biomécaniques. Ça a été le cas justement du Quetzalcoatl. On pensait qu'au-delà de 8 mètres d'envergure, c'est-à-dire plus large qu'un ptéranodon, les ptérosaures qu'on voit typiquement dans Jurassic Park, je crois que c'est le 3, on pensait qu'au-delà de 8 mètres, c'était difficile, et puis quelques années après, on a trouvé le Quetzalcoatlus. Donc on reste assez prudent sur les modèles sont ce qu'ils sont, ce sont des modèles, et la nature nous montre souvent qu'elle prend des chemins divers et variés. En tout cas, quand on regarde la diversité et la disparité, alors diversité c'est le nombre d'espèces, plusieurs centaines chez les ptérosaures, la disparité c'est la variabilité des formes et des tailles. En fait, pareil, chez les ptérosaures, c'est assez monstrueux, c'est le cas de le dire. Vous avez de Quetzalcoatlus jusqu'aux Anurognathus. Des Anurognathus, c'est grand comme un moineau. Et ça a une tronche assez sympa avec des gros yeux, des petites dents. C'était sans doute uniquement insectivore et ça vivait dans les forêts de l'ex-Mandchourie il y a environ 80 millions d'années. Donc la disparité est énorme.
Il y a même des formes avec des crêtes qui pouvaient peut-être leur servir de gouvernail ou de reconnaissance aussi entre membres de la même espèce. Donc c'est vraiment un monde. Et puis, une caractéristique classique des dragons, ce sont évidemment les ostéodermes, c'est-à-dire les écailles, les pointes. On l'a vu chez Harry Potter, les espèces de boucliers dorsaux, qui existent aussi réellement, notamment chez ce petit lézard australien, Moroch horridus, qui est myrmécophage. En fait, il se nourrit de fourmis, essentiellement. Et lui, il n'est pas trop emmerdé par les prédateurs, parce que c'est un lézard, caméléon, cactus, quoi. En gros. Et puis, dans la paléobiodiversité, vous avez chez les cératopsiens, donc les dinosaures à pointe et à cornes, des formes aussi assez intéressantes. On connaît tous le tricé, le tricératops, 3 cornes, mais chez Styracosaurus, il y en a, je vous laisse compter, il y en a pas mal. Et ça, c'est souvent repris aussi, plus ou moins consciemment, dans l'imaginaire collectif pour créer du dragon. Et puis un dragon de la science-fiction, Avatar, où là on a un subtil mélange de rhamphorhynchoïdes, donc les ptérosaures à face courte de tout à l'heure. Au niveau envergure, c'est assez balèze, puisque les navis qui chevauchent en fait les banshees sont déjà des formes de vie humanoïdes de 2 mètres, 2 mètres 50 facile. Donc ça fait des envergures assez sympas, mais on s'en fout parce qu'on est sur Pandora et même les rochers flottent. Donc on peut imaginer des trucs assez lourds qui volent aussi. Ce qui est intéressant en termes de morphologie, c'est ça. Moi, ça m'évoque les nervations des ailes d'insectes. Donc on est vraiment au niveau créature design chez Cameron dans la chimère. Vous prenez différentes parties de différentes espèces et puis ça fait un extraterrestre assez nouveau. Voilà, on retourne en fait au bon gros dragon de Trône de Fer. Là, vous avez un des dragons de Daenerys en train de latter tranquillement l'armée des Lannister, avec cette puissance de feu, typique des dragons que l'on ne connaît pas, par contre, en réalité. Dans la réalité, alors, dans la planche anatomique qui est là-haut, je crois, Arnaud Raphaëlian propose comme mécanisme d'explication plausible des dragons, si on devait vraiment l'expliciter en fait en termes de biologie, des dents à base de silex qui vont crisser les unes sur les autres, avec peut-être des reflux gastriques du pauvre dragon qui permet en fait justement de cracher du feu. Bon, ça n'existe pas évidemment. Par contre, ce qui existe, c'est ça. Alors, c'est pas par la bouche. Je vous fais pas de dessin. Ça, c'est un mélange de protéines naturelles qui sont sécrétées en fait à l'intérieur de l'abdomen de ce petit coléoptère et qui, au contact de l'air, devient exothermique. Ça fait une sorte de... Alors, c'est pas des flammes, mais ça fait une sorte de jet liquide et gazeux hyper brûlant. Et là, avec ça, il est tranquille au niveau, il ne se fait pas emmerder non plus par ses prédateurs, que sont les crapauds ou les autres amphibiens. Voilà pour les monstres méchants. Il me reste 20 minutes, à peine, pour vous parler d'un monstre sympa, pour changer un peu, vous le connaissez, c'est Totoro. Alors Totoro, on peut le décortiquer, on peut s'amuser en fait à le décortiquer au regard des sciences. Déjà, il est grand, plutôt oiseau, plutôt mammifère, plutôt pour vous, vous le rangeriez déjà dans quelle grande classe du vivant? Plutôt mammifère, on est d'accord. C'est un mammifère assez particulier parce qu'il est inféodé à un arbre vraiment géant par rapport à la taille des rizières ici. En plus, c'est en arrière-plan, c'est un camphrier. Et le camphrier au Japon est une sorte d'arbre totem, un peu comme le ginkgo, parce que c'est une des essences qui a résisté à Nagasaki et Hiroshima. Donc en fait, Totoro, c'est un peu le kaiju. Vous connaissez tous Godzilla et tout le cinéma Godzilla. Le premier film, il sort au Japon en 1954. Il dénonce en fait l'après-guerre, après Hiroshima et Nagasaki. Et il est censuré comme par hasard aux États-Unis. C'est marrant de voir aussi que les monstres font de la géopolitique quand ils veulent. Et puis celui d'Emmerich, 98 je crois, le Godzilla d'Emmerich, qui est beaucoup plus réaliste
que le Godzilla classique japonais, Emmerich refait l'histoire parce que le monstre se réveille suite au test nucléaire français relancé par Chirac à l'époque. Donc le monstre aussi peut être géopolitique comme il peut être écologique, puisque Totoro est un monstre sympa qui est inféodé à une essence particulière. Il roupille tranquillement dans les racines du camphrier jusqu'à ce que la petite héroïne tombe dessus et puis le réveille. Et là, on le voit s'activer et puis on peut l'identifier. Alors effectivement, mammifère, puisqu'il y a des moustaches, il y a des griffes, et là des oreilles un peu de lagomorphes. Alors lagomorphes, ça fait bien dans les salons, mais ce sont les lapins, hein, les lagomorphes. Il a une silhouette de gros nounours, il a une queue presque de castor, des gros yeux de hibou, une petite truffe. Alors la truffe, c'est pas forcément réservé non plus aux carnivores, hein, aux chiens ou aux chats ou à d'autres. Il y a plein de mammifères qui ont des truffes. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est justement quand la petite Mia, je crois, hein, c'est ça, le nom de l'héroïne, tombe sur ce nounours géant et le réveille. Alors avant de se réveiller, le nounours en question, il bâille. Et là, j'ai pris ma télécommande, j'ai fait un arrêt sur image. Je me suis fait engueuler par ma fille à l'époque. Elle avait 5 ans. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Alors je lui ai dit, je regarde la denture de l'animal pour essayer de le classer dans l'arbre phylogénétique des espèces. Parce que chez les mammifères, en fait, la denture, on dit denture au passage, on ne dit pas dentition. Vous pourrez reprendre votre dentiste qui vous parle de dentition, c'est faux. En termes de biologie, on parle vraiment de denture parce qu'on inclut la transformation de votre dentition au cours de votre âge individuel. En gros, les dents de lait, c'est de la dentition. La denture, c'est l'évolution de votre appareil masticateur. Et chez les mammifères, ce qui est intéressant, c'est que chaque groupe a vraiment des caractères propres. Ou plutôt, dit dans le bon sens, on utilise les dents, les types dentaires pour classer les différents groupes de mammifères. Alors, à votre avis, est-ce un carnivore ? Bon, non. Puis c'est un monstre gentil, donc il ne peut pas manger de la viande. On voit en fait des incisiformes, des incisives, tout simplement, un peu partout, au niveau antérieur. Et puis là, il y a peut-être des prémolaires, et là, il n'y a que des molaires. En fait, il n'y a pas de canines, il n'y a pas de dents pointues qui peuvent un petit peu faire peur. Ça, c'est typique d'un groupe bien connu, l'absence de canines. Ça, c'est une jolie photo de crâne de souris, ou de rat, un rongeur, où vous avez des grandes incisives au niveau supérieur, au niveau inférieur, et puis vous avez des molaires. Alors, est-ce que Totoro est une souris géante nounours ? Moi, je ne pense pas, parce que entre les incisives et les molaires chez les rongeurs, il y a un vide naturel qu'on appelle le diastème et qui n'est pas présent chez Totoro. Je vous remets la photo, c'est clair, il y a une rangée vraiment assez nette et continue dedans, des incisives jusqu'aux molaires. Alors, je me suis un petit peu plus creusé la tête, et en fait, il y a un groupe de mammifères. Alors, il y a un petit diastème là, mais c'est l'espèce réelle la plus proche que j'ai trouvée par rapport à Totoro. Est-ce que vous connaissez cette espèce ? Ceci n'est pas une marmotte. Ah non, c'est pas un wombat. C'est pas un marsupial, c'est un placentaire. C'est un iracoïde. Alors c'est un peu particulier, c'est un petit groupe de mammifères caractérisé par l'absence de canines, la présence d'incisives assez développées et presque tout de suite derrière des prémolaires molariformes et des vrais molaires. En gros, c'est le daman. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est une sorte de... De loin, c'est vrai qu'on dirait une marmotte. Ça vit dans les montagnes, plutôt en Asie du Sud-Est, au niveau de l'Himalaya. Et en termes de phylogénie, les iracoïdes sont assez proches des siréniens
et des éléphants. Là, vous avez une phylogénie, c'est-à-dire un arbre de relation de parenté des espèces de certains mammifères, pas tous. Il n'y a pas les carnivores, les chiroptères, c'est-à-dire les chauves-souris, les primates dont nous appartenons. Vous avez les périssodactyles, en gros, et puis les cétacés, etc., les artiodactyles. Et vous avez un autre groupe, plutôt aquatique, d'origine plutôt aquatique, qui comprend en fait les iracoïdes. Donc peut-être que Totoro, peut-être, a une origine aquatique, ce qui pourrait expliquer aussi sa taille respectable de gros nounours. Voilà un petit peu la paléobiodiversité, c'est-à-dire le développement dans le temps du groupe des iracoïdes. On connaît donc l'Irax, ici le daman, mais il y a quelques millions d'années sur Terre, il y avait des trucs un peu plus costauds. Je ne sais pas si vous connaissez le capybara, qui est un gros rongeur méso- et sud-américain. Alors c'est un rongeur, le capybara, mais ça évoque un petit peu, en termes de silhouette, pas en termes de denture, un capybara géant. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que Totoro, il vole. Enfin, il virevolte et il danse dans les airs. Alors ça, c'est un casse-tête pour nous biologistes, parce que comment un grand nounours d'origine aquatique avec des oreilles de lapin, etc., pourrait-il faire pour voler? Sans ailes, donc sans surface qui pourrait créer de la portance. Et sans vitesse, parce qu'il décolle tranquille, avec un petit parapluie, hop, il fait la danseuse dans les airs. Donc ça implique pas mal de trucs qu'on peut retrouver chez les oiseaux. Ça, c'est un faucon cresserelle qui est disséqué. C'est truffé de sacs. SA, c'est sacs aériens. En fait, le corps d'un oiseau, c'est du vide. Il y a déjà des poumons hypertrophiés chez les oiseaux, qui sont ici, c'est le numéro 6. Et puis de partout à l'avant et à l'arrière, vous avez des sacs abdominaux qui participent en fait à l'allègement du corps. Des sacs aériens au niveau des cervicales, des clavicules, du thorax, de l'abdomen, etc. Et quand vous mangez du poulet, si vous êtes carnivore, et que vous cassez un os de poulet, à l'intérieur, c'est creux. Donc ça rajoute aussi du vide, je m'entends, pour la portance. Et finalement, c'est ce qu'on observe aussi à l'état fossile, c'est quand vous avez un fossile, un os qui est fossilisé, vous pouvez étudier la structure à l'intérieur qui va vous indiquer le mode de locomotion de l'animal. En gros, si vous avez une structure creuse, vous avez du ptérosaure ou du théropode ou de l'oiseau. Si vous avez une structure un petit peu spongiaire, comme ça, c'est ce qu'on appelle la spongiosa, vous êtes plutôt chez des formes de vie aquatiques ou terrestres. Et puis quand vous avez un mélange entre une compacta, c'est-à-dire une structure externe assez dense, et puis une spongiosa ici, vous êtes aussi chez des formes terrestres. Donc là, Totoro, on peut imaginer assez facilement vraiment des os creux, un peu comme les ptérosaures ou les oiseaux. Donc voilà une proposition en fait de dissection de Totoro, faite par, encore une fois, l'artiste, suite à toute cette analyse d'anatomie comparée du monstre gentil. On retrouve en fait les griffes, la cage thoracique avec des poumons hypertrophiés, des sacs aériens de partout, et puis peut-être aussi un tube digestif et d'éventuelles gestions de gaz. Je ne vous fais pas de dessin pour permettre à l'animal de virevolter comme ça dans les airs. Donc vous voyez, on s'amuse bien en fait avec l'anatomie comparée et on s'amuse même à replacer les espèces imaginaires dans un arbre évolutif à l'ancienne. On sait aujourd'hui que l'évolution n'est pas une sorte de tronc commun qui va de la bactérie jusqu'à l'homme. C'est un buisson très complexe avec chaque espèce au bout de branches. Et vous pouvez retrouver dans l'expo, juste au-dessus, cette proposition de classification des espèces imaginaires. Merci beaucoup.
Si vous avez des questions, je pense qu'on a à peu près 10 minutes. S'il faut avoir des précisions. Pour revenir sur Alien, vous avez tout de suite utilisé donc, le xénomorphe issu d'une base humaine, etc. Dans certaines... vous avez parlé des spin-offs, etc. Il y a notamment cette fin génialissime de ce très bon nanar Alien vs Predator 2007, où justement, voilà, il y a eu un facehugger sur un prédateur. Et la toute fin, voilà, c'est ça, il est issu le mélange du coup entre Alien et un prédateur. Est-ce que du coup ça c'est des trucs qui vous ont intéressé? Vous avez un petit peu exploré ça, parce que du coup les caractéristiques humanoïdes dans l'Alien sont issues du fait qu'on voit des xénomorphes issus des êtres humains. Oui, et puis il y a aussi cette espèce de facehugger géant dans Prometheus. Dispensable, on est d'accord, surtout en termes scénaristiques, parce que franchement, l'équipage, ça devrait être que des Thomas Pesquet, hein, normalement. Hein, c'est de l'exploration spatiale, etc. On est loin de... Enfin, bref. Mais en termes déjà de décor, ils ont refait appel à Giger. Hein, c'était quelques années, je crois, après sa mort. Et puis, en termes de creature design, il y a des trucs sympas. Moi, j'ai bien aimé le facehugger géant de Prometheus. Et effectivement, il y a pas mal d'hybridation entre Alien et d'autres humains. Alien capte en fait une partie du génome de son hôte, ce qui renforce encore plus, plus le monstre est proche génétiquement, plus il est monstrueux, parce qu'il peut s'immiscer dans la population. Pensez à The Thing, par exemple, qui est une sorte d'adaptation un peu de l'imaginaire Lovecraftien. Hein. Ça se passe dans la banquise, on trouve des trucs un peu chelous, plus ou moins congelés ou fossilisés, et puis alors là, vous avez un polymorphe ultime, la chose, hein, The Thing, qui prend l'apparence vraiment des membres de la base antarctique ou arctique, je ne sais plus, Antarctique justement, parce que les montagnes hallucinées c'est l'Antarctique. Et puis là, impossible de faire le distinguo entre les infectés et les non infectés, quoi. Il n'y avait pas de masque à l'époque, anti-Covid, donc on ne pouvait pas savoir. Alors moi je me souviens d'un poisson, je ne connais plus le nom, il vit dans les profondeurs. Et en fait, il sort de sa grotte pour attraper ses proies d'un coup, avec sa première mâchoire, avec une mâchoire intérieure qui sort de sa gorge. Et ben en fait, il mange sa proie. Donc il a deux mâchoires un peu comme Alien. C'est pas un requin? Non, c'est juste un poisson. Ça ressemble à une murène? Un peu, ouais. Un peu, ouais. Pas très beau, et je crois il est aveugle en fait. Il peut pas voir. Oui. Ça doit être une sorte de murène ou quelque chose comme ça. Mais effectivement, les poissons, ce sont des vertébrés aquatiques. C'est la plus grande disparité, c'est toujours la même histoire, disparité, diversité en termes général par rapport aux autres vertébrés. Et il y a des formes de vie réelles, plus ou moins profondes, hein, qui évoquent l'alien. Il y a même un poisson fossile qu'un collègue suisse a décrit, qui a une double mâchoire, et comme par hasard, il l'a appelé Gigery, en l'honneur de Giger, le plasticien. Bon, c'est des clins d'œil entre Suisses, hein, mais c'est sympa quand même. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez étudié également la métamorphose finale dans le film La Mouche aussi, qui est un autre monstre culte et on voit justement qu'il passe d'un être humain à une espèce d'aberration hybride. Et voilà, si vous avez étudié aussi la métamorphose. Non, on n'a pas, avec Arnaud, on n'a pas encore bossé sur La Mouche, mais c'est une bonne idée parce qu'on est en train d'écrire un deuxième tome d'anatomie comparée d'espèces imaginaires. On va puiser un petit peu dans le fantastique, genre Stranger Things aussi, parce qu'il y a des formes de vie assez sympas. La mouche, c'est une bonne idée. Il y a effectivement, on passe d'un humain à un animal, en l'occurrence une mouche, un petit peu comme on passe d'un humain à un autre animal de type loup, chez les loups-garous, les lycanthropes, et on traite par contre des thériomorphes, c'est-à-dire des humains monstrueux parce que à tendance animale dans le livre.
mais pas de la mouche. Et c'est vrai que le pauvre Goldblum, il prend cher dans la mouche. Ouais. La mouche qui a été projetée hier, je crois, non ? Vendredi soir, dans le cadre du festival. Si vous ne l'avez pas vu, il faut le revoir. Vous parliez tout à l'heure de Smaug, et vous disiez que ses ailes ne lui permettaient pas de voler. Alors quelle taille elle devrait faire pour qu'il puisse prendre son vol ? Alors on a estimé le poids de Smaug, je ne sais plus combien de centaines de tonnes, avec Roland Lehoucq, en termes de biophysique. Lui, en fait, décortique le côté physique et moi le côté bio. On l'a fait avec Godzilla, d'ailleurs, dans un autre bouquin qui s'appelle La science fait son cinéma. Pour Smaug, il faudrait imaginer une envergure au moins double. Il est déjà costaud en termes d'envergure, et au niveau design, il est assez bien profilé. Mais il faudrait des ailes au moins 2 fois plus grandes en surface pour qu'un animal comme ça puisse voler. Le grand problème des créatures designers, c'est que, on sait que voilà, c'est le Seigneur des Anneaux, Bilbo, c'est pas un documentaire sur les reptiles géants de la préhistoire, on est d'accord. Mais le souci, c'est que quand vous doublez la taille, vous doublez pas le poids. Vous faites 2 fois 2 fois 2, parce que c'est un rapport au cube, la masse. Donc vous faites fois 8. Par exemple, Hulk, c'est un humain, c'est Bruce, qui est un peu énervé, un peu contrarié, qui se transforme en Hulk. Il double à peu près sa taille. Et son poids devrait faire 2 fois 2 fois 2, c'est fois 8. Donc c'est plus proche de fois 10 que de fois 2. Un humain classique, Bruce Banner, il doit faire quoi ? 80 kilos. Donc un Hulk, il est plus proche de la tonne, finalement, que des 160 kilos. Alors, ils le font quand même très musculeux, mais à chaque bond, ça ne tiendrait pas au niveau ostéologique. On l'a vu avec une spongiosa classique humaine. Le pauvre Hulk, Godzilla, c'est pareil. C'est une base de reptile. L'histoire raconte que le reptile se réveille avec la radioactivité, avec la menace atomique, pour punir en fait les humains de leurs méfaits contre la nature. Et alors Godzilla dans l'eau, pas de problème. Moi, j'ai pas de problème avec l'eau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans l'eau, vous avez une force qui fait le boulot de la portance dans le ciel, finalement, qui s'appelle la poussée d'Archimède, et qui permet à des formes de vie, entre guillemets, monstrueuses. La baleine bleue, par exemple, 33 mètres de long, je ne sais plus combien, plus de 150 tonnes, de vivre, tout simplement. Donc Godzilla dans l'eau, oui, mais par contre, sur Terre, en plus bipède, alors là, bon courage. Même le premier qui fait que 50 mètres de haut. Parce que Godzilla augmente en taille au cours de l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, dans les derniers Godzilla, vous avez sur l'affiche française un Godzilla à l'arrière-plan, et puis au premier plan, vous avez la Tour Eiffel. Donc c'est un truc qui fait à peu près 300 mètres de haut. Et pourquoi ce sont des monstres de plus en plus grands ? Parce que, comment ? Ce sont des monstres apocalyptiques qui détruisent en fait les cités et on construit de plus en plus haut. Donc il y a une course à l'armement entre construction humaine et puis monstres pour détruire les constructions humaines. Alors, donc je venais de demander la parole, c'était pour rebondir par rapport à comment... on se pose la question, comment est-ce que Smaug, qui est un immense dragon, peut voler ? Et donc, je voulais introduire une idée, c'est qu'au-delà du rationnel, chez Tolkien et dans l'heroic fantasy, il y a la magie. Et effectivement, les dragons sont des êtres magiques. Et donc, alors là, il n'y a plus vraiment d'explication scientifique, mais ces créatures-là peuvent voler malgré leur immense dimension. Et en revenant sur le scientifique et sur l'analytique, on pourrait imaginer, comme ce que vous avez expliqué tout à l'heure, qu'il peut avoir des sacs aussi, pourquoi pas, à l'intérieur du corps ou au niveau des ailes, pour avoir plus de portance. Mais là, je dirais que c'est peut-être plutôt l'aspect magique qui fait que chez Tolkien, ces immenses dragons volent. Voilà. Oui, la magie explique beaucoup de choses et est représentée d'une manière aussi en fonction des littératures, plus ou moins
d'une manière plus ou moins matérialiste. Pensez à l'éther. Dans le genre steampunk, l'éther permet de faire voler des engins de plusieurs centaines de tonnes, des sortes de zeppelins en cuivre, tout comme la cavorite, par exemple, dans le dernier Laurent Jeunefort, qui s'appelle Les temps ultramodernes, est un minerai qui pousse, entre guillemets, sur Mars. Je ne vous dis pas où exactement pour ne pas spoiler le dernier roman de Jeunefort, mais qui permet justement aussi à des zeppelins de cuivre de partir, de relier la planète Terre à Mars, par exemple. Donc, et il y a un côté un petit peu magique, effectivement, dans ces matériaux imaginaires. L'heroic fantasy peut faire fi aussi de ces matériaux, bien que on se rattrape, entre guillemets, avec les cristaux aussi. Les cristaux imaginaires sont assez présents. Le mithril, typiquement, alors le mithril c'est un alliage, c'est pas tout à fait un minerai, c'est un alliage, mais c'est un alliage très dur, mais à la fois très léger, et donc on pioche un petit peu là où on veut pour compléter peut-être le côté magique qui se suffit à lui-même, effectivement. Merci beaucoup. On arrive à la fin de la leçon. Je suis désolé si vous avez encore des questions. Je pense qu'on peut encore discuter dehors. Et encore un grand merci pour la conférence. Merci.